France is thrown into fresh political crisis this Monday. Prime Minister François Bayrou and his minority government have collapsed after losing a crucial confidence vote in the country's lower house of parliament. Bayrou, who had been in office for less than a year, took the unprecedented step of calling the vote himself, betting that lawmakers would back his controversial plan to cut 44 billion euros in spending next year. Instead, he was handed a stinging defeat by an absolute majority of 364 votes out of a total of 558, forcing his resignation. At the heart of the political crisis are the country's fragile finances. Last year's deficit was nearly double the EU's accepted rules. That leaves French President Emmanuel Macron scrambling to find his fifth prime minister since the start of his second mandate in 2022. But outside the corridors of power, anger is growing. Grassroots groups have already announced nationwide strikes this Wednesday. And France's main unions also have planned mass protests at the end of the month to protest against these budget cuts. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. Donald Trump a annoncé la venue de dirigeants européens aux États-Unis en début de semaine pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Well, we're going to see. I mean, we have some very interesting discussions. You know, Europe, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually. And I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. Le président américain a également indiqué qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Vladimir Poutine et que son administration était prête à passer à une deuxième phase de sanctions contre Moscou. Une information complétée par le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, qui a précisé que les États-Unis étaient ouverts à un partenariat avec les pays européens pour imposer davantage de sanctions aux pays qui achètent du pétrole russe. Ces déclarations interviennent alors que la Russie a mené une attaque aérienne sans précédent sur l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, lançant 805 drones et 17 missiles. Au moins 6 personnes sont mortes dans les bombardements et une partie du bâtiment du gouvernement ukrainien a été détruite par les flammes. Peu après l'attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à ne pas se contenter d'adresser des condoléances à l'Ukraine, mais à soutenir le pays par des actions fortes. Comme le prédisaient les sondages, le scrutin a été particulièrement serré. Le parti travailliste du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre est arrivé en tête des élections législatives de lundi, avec 28,2% des suffrages. Le bloc de centre-gauche dans son ensemble a obtenu 87 des 169 sièges que compte le Parlement. Mais le scrutin a également été marqué par la forte progression du Parti du Progrès, une formation populiste anti-immigration qui a réalisé le meilleur score de son histoire en décrochant 23,8% des voix et qui devient ainsi la première force d'opposition en Norvège. Avec cette victoire étriquée, le Premier ministre devra continuer à composer avec les autres partis de gauche de sa coalition. Une question a été au centre des débats durant la campagne électorale, l'avenir d'un impôt sur la fortune mis en place il y a plus de 130 ans. Les travaillistes souhaitent conserver cette taxe qui applique un prélèvement de 1,1% sur les actifs et les actions d'une valeur supérieure à 150 000 €. Le Parti du Progrès de Sylvie Listau veut en revanche la supprimer totalement et a largement axé sa campagne sur cette question, en engageant notamment des influenceurs pour atteindre les jeunes générations sur les réseaux sociaux. L'Allemagne n'est plus le pays qui reçoit le plus de demandes d'asile dans l'Union européenne, selon de nouvelles données publiées par l'Agence européenne pour l'asile. Celle-ci indique qu'à la fin du mois de juin 2025, la France et l'Espagne ont reçu plus de demandes que l'Allemagne, qui a pourtant été la principale destination des demandeurs d'asile ces dernières années. Le nombre de demandes déposées par des citoyens syriens a considérablement diminué, avec 25 000 demandes de moins qu'au cours des 6 premiers mois de l'année précédente, notamment en raison de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie en décembre dernier. Le Venezuela est désormais le principal pays d'origine des demandeurs d'asile. Cette augmentation est probablement liée à une politique d'immigration plus stricte aux États-Unis. Depuis que Donald Trump est redevenu président, son gouvernement a entamé une campagne de répression contre les migrants vénézuéliens qui se rendent aux États-Unis.
En revanche, les ressortissants vénézuéliens peuvent débarquer en Europe sans visa et rester au maximum 90 jours dans les pays de l'espace Schengen avec leur seul passeport. C'est un signal qui en dit long sur les intentions européennes dans la région arctique. La Commission européenne a proposé la semaine dernière de doubler son soutien financier au Groenland dans le cadre du prochain budget européen. Cet espace autour du pôle Nord est au centre des intérêts commerciaux et géopolitiques internationaux. La fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique rebat les cartes et pourrait rapprocher l'Europe de l'Asie. Trade route in the north is much more convenient from Beijing to Rotterdam rather than the classic one that passes through the Malacca Strait and the Suez Canal and the Gulf of Aden, which is of course is 30 to 50% longer. It takes 14 to 20 days more than the Arctic route. Mais cette voie n'est pas aussi ouverte qu'il n'y paraît. 53% de cette route maritime du Nord longe la Russie qui cherche à étendre sa zone économique exclusive. De plus, la région abrite la flotte russe du Nord. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin, l'Arctique est sous haute tension. Afin de défendre ses intérêts, l'Union ne peut pas se reposer uniquement sur ses États membres dans la région, la Finlande et la Suède, qui font aussi partie de l'OTAN. Think about underwater infrastructure such as fiber optical cables. It's easy to understand why be present in the region is so important. And think about Greenland or other territories in the regions as platforms that make it possible to establish the so-called system of early warnings or even to deploy aerial, naval or even robotics units directly in the Arctic. L'Union cherche donc l'équilibre entre ouverture commerciale et protection stratégique, mais l'enjeu pour les 27, c'est aussi l'accès aux hydrocarbures de l'Arctique. Selon les estimations, la région disposerait de 13% des réserves de pétrole non découvertes et 30% des réserves de gaz. Dans l'ouest de la France, Euronews est allé à la rencontre d'agriculteurs qui expérimentent une technique innovante, la production d'un engrais naturel à partir de poudre de microalgues. Ces dernières sont cultivées directement sur des effluents laitiers et les premiers résultats sont prometteurs. Elles permettent de réduire d'environ 25% l'utilisation d'engrais minéraux traditionnels. Les résultats, c'est qu'en fait, avec la poudre d'algues, on a des rendements qui sont comme les boues d'épuration. C'est-à-dire que c'est bien, c'est mieux que si on mettait rien, mais c'est pas aussi bon que les fertilisants minéraux si on met que ça. Là où on a eu des rendements intéressants, c'est quand on mélangeait du minéral avec de la poudre d'algues. Parce que là, on avait les mêmes rendements que si on avait mis que du minéral, mais ça nous a quand même permis d'éliminer un quart des fertilisants minéraux. Ce produit a été mis au point dans le cadre de Walnut, un projet européen visant à réduire la pollution et à boucler la boucle entre les aliments et les déchets en récupérant des nutriments vitaux pour l'agriculture à partir d'eau usée urbaine, industrielle et d'autres types d'eau. On a une usine agroalimentaire dont les effluents vont être mis dans des cylindres et dans ces cylindres on va cultiver des algues unicellulaires qui vont se nourrir de la matière organique de l'effluent. Et donc la matière organique va être convertie en biomasse végétale et c'est cette biomasse végétale qu'on va prendre, qu'on va déshydrater et qu'on va ensuite épandre dans les champs et comme cette biomasse est riche en azote, elle va avoir un rôle de fertilisant. Contrairement aux engrais minéraux qui libèrent leur azote très vite, la poudre d'algues agit plus lentement. Elle demande donc aux agriculteurs d'anticiper davantage leurs apports. Des recherches sont encore nécessaires, mais cette solution pourrait réduire la dépendance de l'Europe aux importations, limiter l'impact environnemental et renforcer la résilience de l'agriculture. Un criminel néo-zélandais recherché a été abattu lors d'une confrontation avec la police lundi selon les forces de l'ordre. Il était en fuite avec ses 3 enfants depuis près de 4 ans. Tom Phillips et ses enfants avaient disparu en décembre 2021. Il se serait installé dans une campagne reculée au nord du pays alors que les enquêteurs ratissaient la zone densément boisée où ils pensaient qu'ils se cachaient tous les 4. L'un des enfants était avec Tom Phillips au moment de l'échange de tirs. Les 2 autres ont été retrouvés dans la forêt quelques heures après la fusillade. We've come across them in the area that we were identified as being a probable location in which we could find them. And we've had communication with them and we've safely engaged with them and they're now with our police officers. Un policier a été grièvement blessé par balle à la tête pendant la confrontation et a été transporté à l'hôpital pour être opéré.
Depuis des années, l'affaire de la disparition de Tom Phillips et ses enfants fascine les Néo-Zélandais, la police lançant régulièrement des appels à l'information sans succès. L'homme n'avait pas la garde légale de ses enfants. Selon les autorités, ceux-ci n'ont donc pas eu accès à l'éducation formelle et aux soins de santé depuis leur disparition. Dans quel pays européen le chocolat a-t-il le plus augmenté ? En raison d'une mauvaise récolte au Ghana et en Côte d'Ivoire, les plus grands producteurs de cacao au monde, le prix du chocolat a bondi dans le monde entier au cours de l'année écoulée. En Europe et en moyenne, les prix du chocolat ont augmenté de 21,1% en mai 2025, selon les données d'Eurostat. Mais quel est le pays européen où l'augmentation est la plus forte ? C'est la Pologne. Le pays a enregistré une hausse de 39,1% du prix du chocolat en mai 2025 par rapport à l'année précédente, selon Eurostat. L'Estonie est l'un des autres pays à avoir enregistré une hausse notable, suivie par la Lituanie, la Lettonie, la Suède et la Finlande. Les hausses des prix ont été moins importantes au Luxembourg, à Chypre, en Italie, à Malte et en Autriche. Le cacao, qui se négociait entre 2 000 et 3 000 euros la tonne, a même atteint un pic à 12 500 euros la tonne, du jamais vu sur ce marché. Les experts s'attendent à ce que son prix se maintienne autour de 9 000 euros d'ici la fin de l'année.